Un millionnaire est resté figé en voyant la vendeuse de fleurs. La femme était identique à son amour d'enfance. Il pensait qu'elle était morte dans un accident il y a 20 ans. Le millionnaire devrait trouver le courage de lui parler avant d'écouter cette histoire émouvante. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Le soleil de l'après-midi baignait la place centrale de Paris d'une lumière dorée, créant un contraste surréaliste entre les gratte-ciels de verre et les arbres centenaires qui résistaient bravement à l'avancée du béton. Parmi la foule pressée qui traversait la place, se détachait la silhouette d'un homme grand, à l'allure élégante vêtu d'un costume impeccable. François Dubois, 55 ans, était le portrait vivant du succès entrepreneurial, mais ses yeux bruns, malgré leur éclat de détermination, portaient une ombre de mélancolie que tout l'argent du monde ne semblait pas capable d'effacer. Il marchait d'un pas ferme, comme quelqu'un pressé d'arriver nulle part, quand quelque chose ou quelqu'un le fit s'arrêter brusquement. Là, à quelques mètres de distance, une femme vendait des fleurs. Ce n'était pas cette scène inhabituelle qui le surprit, mais plutôt le visage de la vendeuse. Un visage qu'il connaissait mieux que le sien. Un visage qui le hantait depuis plus de 2 décennies dans ses rêves et ses cauchemars. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il pour lui-même, sentant son cœur s'accélérer comme il ne l'avait pas fait depuis longtemps. La femme, qui semblait avoir environ 50 ans, avait des cheveux châtains ondulés, encadrant un visage aux traits délicats. Ses yeux verts brillaient, tandis qu'elle souriait gentiment aux clients, offrant des bouquets colorés. C'était comme si le temps s'était arrêté, la préservant exactement comme François s'en souvenait. Les jambes tremblantes, il s'approcha du petit stand de fleurs. La femme leva les yeux vers lui, et pendant un instant, François fut certain qu'elle le reconnaîtrait. Son cœur faillit s'arrêter quand elle lui adressa un sourire cordial, mais impersonnel. « Bonjour, monsieur. Vous souhaitez acheter des fleurs ?» La voix. C'était la même voix qui résonnait dans ses souvenirs, la voix qui l'avait bercé dans les moments de joie et consolé dans les heures difficiles. Mais il n'y avait aucune reconnaissance dans son regard. « Oui, bien, sûr, » balbutia François, essayant de retrouver sa composition. « Un bouquet de lys, s'il vous plaît. » Pendant que la femme préparait l'arrangement, François l'observait attentivement, cherchant le moindre signe qu'elle puisse être celle qu'il pensait. Ses mouvements gracieux, la façon dont elle penchait légèrement la tête en se concentrant, tout était douloureusement familier. « Voici, monsieur, dit-elle, lui tendant le bouquet. Ça fera 50 €. François lui tendit un billet de 100 €, ses mains tremblant légèrement. « Gardez la monnaie, dit-il, rassemblant le courage de poser la question qui lui brûlait la gorge. « Excusez mon audace, mais est-ce qu'on se connaît ?» La femme fronça les sourcils, étudiant le visage de François pendant quelques secondes. « Je suis désolé, je ne me souviens pas vous avoir déjà vu. Mais je rencontre tellement de gens tous les jours. Peut-être avez-vous déjà acheté des fleurs ici. »« Non, non. Ce doit être mon imagination, » répondit François, ressentant un mélange de déception et de confusion. « Au fait, je m'appelle François, et vous ?»« Enchanté, François, je suis Marie, » répondit-elle avec un sourire aimable. Marie, pas Hélène, comme cela aurait dû être. François eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Était-il possible qu'il devienne fou, que son désir de revoir sa femme soit si fort au point de projeter son image sur une inconnue? « Merci beaucoup, Marie, » parvint-il à dire, s'éloignant lentement. Alors qu'il s'éloignait, François ne pouvait s'empêcher de regarder en arrière, observant Marie retourner son attention vers d'autres clients. Son esprit bouillonnait de questions et de possibilités. Pouvait-il s'agir simplement d'une cruelle coïncidence du destin, d'un sosie incroyable d'Hélène, ou y avait-il quelque chose de plus profond, de plus inexplicable en train de se produire? Arrivé à sa voiture, une luxueuse berline noire garée dans la rue adjacente, François entra et resta assis pendant de longues minutes, les mains serrant le volant si fort que ses articulations en devinrent blanches. Les souvenirs qu'il s'était tant efforcé de garder enfermés ces 20 dernières années faisaient maintenant irruption avec une force totale. Hélène, son Hélène. L'amour de sa vie, arraché à lui de manière si abrupte et cruelle. L'accident de voiture qui avait supposément pris non seulement sa vie, mais aussi celle de l'enfant qu'ils attendaient. La douleur lancinante de la perte. Le vide qui n'avait jamais été comblé, peu importe combien de succès professionnels il accumulait. Et maintenant, cette femme, Marie.
identique à Hélène, mais sans aucun souvenir de lui. C'était comme si l'univers jouait une blague élaborée et cruelle. Respirant profondément, François démarra la voiture. Il ne pouvait pas simplement ignorer ce qu'il avait vu. S'il y avait la moindre possibilité que Marie soit, d'une manière ou d'une autre, son Hélène, il devait le découvrir. Des années d'expérience dans les affaires lui avaient appris à faire confiance à son instinct. Et à ce moment-là, tout son être criait qu'il y avait plus dans cette histoire qu'il n'y paraissait. En conduisant de retour vers son bureau, dans le cœur financier de la ville, François traçait déjà mentalement ses prochaines étapes. D'abord, il aurait besoin de discrétion. Il ne pouvait pas simplement aborder Marie à nouveau sans éveiller les soupçons. Il aurait besoin d'aide professionnelle, quelqu'un qui pourrait enquêter sur le passé de cette femme sans l'alerter. En arrivant à l'imposant immeuble siège de ses entreprises, François remarqua à peine les salutations respectueuses des employés. Son esprit était à des kilomètres de là, revivant chaque détail de la rencontre sur la place. Dans son bureau au dernier étage, avec une vue panoramique sur la ville, François s'assit lourdement dans son fauteuil en cuir. Ses yeux se posèrent sur la seule photo qu'il gardait sur son bureau, lui et Hélène souriant lors de leur voyage de noces. La photo avait été prise seulement quelques semaines avant l'accident. « Je vais découvrir la vérité, mon amour », murmura-t-il à l'image, ressentant une détermination qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. « Peu importe ce qui arrivera, je vais comprendre ce qui se passe. » Prenant le téléphone, il composa le numéro de son avocat de confiance. « Charles, c'est François. J'ai besoin que tu me recommandes le meilleur détective privé que tu connaisses. C'est une affaire délicate. » Pendant qu'il attendait la réponse, François regarda par la fenêtre, observant le soleil se coucher sur la ville. Soudain, le monde qui semblait si prévisible et contrôlé quelques heures auparavant était maintenant rempli de possibilités et de mystères. Une chose était certaine, sa vie était sur le point de changer radicalement. Et il ferait tout pour résoudre l'énigme que le destin venait de lui présenter. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, François rêva, non pas du cauchemar récurrent de l'accident, mais d'Hélène lui souriant dans un champ de fleurs. Dans le rêve, elle tendait la main, l'appelant, et il courait vers elle, déterminé à ne plus jamais la laisser partir. Le bureau de François. Dubois, au sommet de l'immeuble qui portait son nom, était un monument à son ascension dans le monde des affaires. Des vitres blindées du sol au plafond offraient une vue panoramique de Paris, une ville qu'il avait contribué à façonner avec ses entreprises. Mais ce matin-là, les yeux de l'homme d'affaires n'admiraient pas le paysage urbain. Assis dans son fauteuil en cuir italien, François faisait distraitement tourner un stylo entre ses doigts, son regard fixé sur un point invisible. 3 jours s'étaient écoulés depuis la rencontre sur la place, et l'image de Marie, où était-ce? Hélène ne quittait pas son esprit. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez », dit-il, se redressant. Sa secrétaire, Lucie, une femme d'âge moyen, aux yeux perspicaces derrière des lunettes à fine monture, entra en tenant un dossier. « Monsieur Dubois, le détective que vous avez engagé est ici. » François acquiesça, ressentant un mélange d'anxiété et d'attente. « Faites-le entrer, s'il vous plaît. » Quelques instants plus tard, un homme de taille moyenne, aux cheveux grisonnants et au regard attentif, entra dans la pièce. Il portait un costume simple, mais bien coupé, et tenait une mallette, en cuir usé. « Monsieur Dubois », salua-t-il, tendant la main, « je suis Marc Olivier. C'est un plaisir de vous rencontrer en personne. » François se leva pour le saluer. « Le plaisir est partagé, monsieur Olivier. Je vous en prie, asseyez-vous. » Pendant que le détective s'installait, François ne put s'empêcher de remarquer la façon dont ses yeux parcouraient rapidement la pièce, comme s'il cataloguait chaque détail. « Avant de commencer, dit Marc, je tiens à souligner que tout ce qui sera discuté ici restera dans la plus stricte confidentialité. Ma discrétion est aussi importante que mon efficacité. » François acquiesça, appréciant le professionnalisme. « Excellent. Comme vous avez dû en être informé, nous avons une affaire délicate à traiter. » Marc se pencha légèrement en avant, ses yeux attentifs fixés sur François. « Je suis conscient qu'il s'agit d'une enquête personnelle. Monsieur Dubois, je vous en prie, racontez-moi les détails. » Respirant profondément, François commença son récit. Il parla d'Hélène, de l'accident qu'il avait supposément arraché à lui il y a plus de 2 décennies. Puis, d'une voix qui trahissait son émotion, il décrivit la rencontre sur la place 3 jours plus tôt.
C'est elle, monsieur Olivier, j'en suis certain, mais elle ne m'a pas reconnu. Elle dit s'appeler Marie et semble n'avoir aucun souvenir de moi ou de notre vie ensemble. Marc écouta attentivement, prenant des notes occasionnelles dans un petit carnet. Lorsque François eut terminé, il resta silencieux pendant quelques instants comme s'il digérait l'information. « Monsieur Dubois, commença-t-il prudemment, je comprends à quel point c'est important pour vous, mais je dois vous poser quelques questions difficiles. Êtes-vous prêt ?» François acquiesça tendu. « Êtes-vous absolument certain que votre épouse est décédée dans l'accident? Avez-vous vu le corps? Avez-vous participé à l'identification ?» La question frappa François comme un coup de poing dans l'estomac. Il se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. La ville en contrebas continuait son rythme frénétique, indifférente au tourbillon d'émotions qu'il éprouvait. « Non, admit-il. » Finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. « J'étais en état de choc. Mon père s'est occupé de tout. Il a dit qu'il valait mieux que je ne voie pas, que le souvenir serait trop traumatisant. » Marc prit une autre note. « Et pour l'enterrement ?»« Cercueil fermé, » répondit François, se retournant pour faire face au détective. « Mon père, réinsistez. Il a dit qu'il valait mieux préserver le souvenir d'Hélène telle qu'elle était de son vivant. » Le détective hocha lentement la tête. « Monsieur Dubois, je ne veux pas donner de faux espoirs, mais d'après ce que vous m'avez raconté, il y a définitivement quelque chose à investiguer ici. » François ressentit une vague de soulagement et d'appréhension en même temps. « Que suggérez-vous ? Tout d'abord, nous devons établir l'identité de cette Marie. Découvrir son passé, d'où elle vient, depuis combien de temps elle est à Paris. Parallèlement, je vais réexaminer les registres de l'accident et du décès de votre épouse. Il y a des lacunes dans cette histoire qui doivent être comblées. » François se rassit, se sentant à la fois épuisé et électrisé. « Faites ce qui est nécessaire, monsieur Olivier. Les coups ne sont pas un problème. » Marc rangea son carnet et se leva. « Je comprends, monsieur Dubois, mais je vous demande d'être préparé à toutes les possibilités. La vérité n'est pas toujours ce que nous espérons ou souhaitons qu'elle soit. » Alors que le détective se retirait, François resta là, plongé dans ses pensées. Les paroles de Marc résonnaient dans son esprit. Était-il vraiment prêt pour la vérité, quelle qu'elle soit? Ses yeux se posèrent à nouveau sur la photo d'Hélène sur son bureau. Le sourire d'elle, figé dans le temps, semblait garder des secrets qu'il commençait à peine à entrevoir. Le reste de la journée passa comme un flou pour François. Réunions, appels téléphoniques, décisions importantes, tout semblait trivial comparé au mystère qui dominait maintenant ses pensées. Le soir, dans son luxueux penthouse avec vue sur le jardin des Tuileries, François se retrouva à fouiller dans de vieilles boîtes qu'il n'avait pas ouvertes depuis des années. Photos, lettres, souvenirs d'une vie qui semblait s'être déroulée dans une autre existence. Parmi les objets, il trouva le dernier cadeau qu'Hélène lui avait offert, une montre de poche ancienne. À l'intérieur, une inscription « Pour mon amour éternel, F. Le temps est notre allié. H. » Serrant la montre contre sa poitrine, François laissa couler les larmes si longtemps refoulées. « Oh Hélène, murmura-t-il dans la pièce vide, où as-tu été tout ce temps ?» Cette nuit-là, entre des rêves agités et des moments d'éveil, une certitude se forma dans le cœur de François. Peu importe ce qu'il découvrirait, il ne se reposerait pas avant de connaître toute la vérité. Si Hélène était vivante, il la retrouverait. Et si elle ne l'était pas, eh bien, il aurait enfin une conclusion à la douleur qu'il portait depuis tant d'années. Le jour suivant se leva sur un Paris recouvert d'une fine bruine, comme si la ville partageait la mélancolie et l'attente qui planait sur François. Il se prépara pour une nouvelle journée au bureau, mais il savait que son esprit serait loin des feuilles de calcul et des contrats. Pendant ce temps, dans une petite boutique de fleurs du centre-ville, Marie commençait sa journée de travail, inconsciente du tourbillon que sa simple existence avait déclenché. Elle arrangeait les bouquets avec soin, fredonnant doucement une mélodie dont elle ne savait pas d'où elle la connaissait, mais qui la faisait toujours se sentir étrangement nostalgique. Pendant un bref instant, ses yeux se posèrent sur un arrangement de lys, et elle se surprit à penser à l'homme en costume qui les avait achetés quelques jours auparavant. Il y avait quelque chose de familier chez lui, quelque chose qui avait fait accélérer son cœur pendant un instant. Mais aussi vite qu'elle était venue, la sensation s'en alla, ne laissant qu'un vague sentiment que quelque chose d'important lui échappait. La vie de ces deux personnes était sur le point de s'entremêler d'une manière qu'aucun des deux ne pouvait imaginer. Et à mesure que la journée avançait, les rouages du destin, ou étaient-ce ceux de la vérité longtemps cachée,
commençait à se mettre en mouvement. La matinée venait à peine de commencer lorsque Marie ouvrit les portes de sa petite boutique de fleurs au cœur de Paris. Le parfum des roses fraîchement arrivées se mêlait à l'odeur du café frais qu'elle avait préparé dans une cafetière dans un coin du magasin. C'était un rituel quotidien qui l'aidait à affronter les longues heures de travail à venir. Tout en organisant les vases dans la vitrine, Marie se surprit à fredonner une mélodie qu'elle n'arrivait pas à identifier. C'était quelque chose qui avait surgi dans son esprit il y a quelques jours, depuis la rencontre avec cet homme en costume qui avait acheté les lys. La musique apportait une sensation étrange, comme si c'était la bande-son d'un film dont elle ne se souvenait pas avoir vu. « Bonjour, Madame Marie !» La voix joyeuse de Julie, sa jeune assistante, la tira de ses rêveries. « Bonjour, ma chérie !» répondit Marie avec un sourire chaleureux. « Prête pour une nouvelle journée ?» Julie acquiesça, mettant déjà son tablier fleuri. « Toujours. Ah, j'ai apporté ces petits pains au fromage que vous aimez tant. » Le geste affectueux réchauffa le cœur de Marie. Julie était comme une file pour elle, comblant un vide que Marie ne comprenait pas totalement elle-même. Pendant que les deux femmes s'occupaient des préparatifs pour la journée, de l'autre côté de la ville, François Dubois affrontait sa propre routine matinale avec une anxiété palpable. Assis dans son bureau, il avait à peine touché au café que Lucie lui avait apporté. Ses yeux alternaient entre l'écran de l'ordinateur, où il essayait de se concentrer sur des rapports financiers, et le téléphone, attendant anxieusement des nouvelles du détective Marc. Ce fut vers 10 heures du matin que le téléphone sonna enfin. « Monsieur Dubois », la voix de Marc résonna à l'autre bout de la ligne. « J'ai quelques informations préliminaires. Je préfère en discuter en personne. Pouvons-nous nous rencontrer ?» Le cœur de François s'accéléra. « Bien sûr, venez à mon bureau immédiatement. » Une demi-heure plus tard, Marc entrait dans la pièce portant un mince dossier. Son visage ne trahissait aucune émotion, maintenant le professionnalisme qui le caractérisait. « Monsieur Dubois », commença-t-il en s'asseyant, « comme je l'ai dit, ce sont des informations préliminaires. Je vous demande de garder cela à l'esprit. » François acquiesça, tendu. « Je vous en prie, continuez. » Marc ouvrit le dossier. « Concernant la femme que vous avez vue, Marie Lambert, elle tient une boutique de fleurs dans le centre depuis environ 15 ans. Elle vit seule dans un appartement modeste près de la boutique. Il n'y a pas de traces de famille proche. » François absorba les informations, ressentant un mélange d'espoir et de confusion. « Et avant cela ?» Le détective hésita un moment. « C'est là que les choses deviennent intéressantes. Je n'ai pas trouvé de registre fiable de Marie Lambert avant 2005. C'est comme si elle était simplement apparue. » La révélation frappa François comme un éclair. 2005. Exactement quand? L'accident d'Hélène était en 2004, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Marc. Le détective acquiesça gravement. Exactement, il y a plus. J'ai réussi à accéder aux dossiers médicaux de Marie. En 2005, elle a été traitée pour une condition appelée amnésie dissociative. Apparemment, elle a été trouvée désorientée dans une ville de province, sans souvenir de qui elle était ou d'où elle venait. François sentit le monde tourner autour de lui. Était-ce possible? Marie pourrait-elle vraiment être? Monsieur Dubois, la voix de Marc le ramena à la réalité. Je sais que cela semble prometteur, mais nous ne pouvons pas tirer de conclusions hâtives. Il y a encore beaucoup à investiguer. François se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. La ville, en contrebas, continuait son rythme frénétique, indifférente au tourbillon d'émotions qu'il éprouvait. « Que suggérez-vous comme prochaine étape ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. « Nous devons enquêter plus en profondeur sur l'accident de 2004, les registres hospitaliers, le rapport de police, tout. » Et Marc fit une pause, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. « Il est peut-être temps de confronter votre père sur ce qui s'est réellement passé à cette époque. » La mention de son père fit François se retourner brusquement. Antoine Dubois, le patriarche de la famille, avait toujours été une figure imposante et parfois intimidante. L'idée de le questionner sur cette nuit fatidique fit frissonner François. « Mon père » commença-t-il, hésitant. « Il a toujours dit qu'il s'était occupé de tout pour me protéger. Mais maintenant, nous avons besoin de réponses, » compléta doucement Marc. « Monsieur Dubois, je sais que c'est difficile, mais si nous voulons arriver à la vérité, nous ne pouvons laisser aucune pierre non retournée. » François acquiesça lentement. « Vous avez raison. Je vais lui parler. » Pendant que Marc se
préparait à partir, promettant de poursuivre l'enquête, François se retrouva plongé dans des souvenirs longtemps réprimés. La nuit de l'accident, l'appel téléphonique, son père, Antoine, arrivant avec un visage grave, disant qu'Hélène. François ferma les yeux, essayant d'éloigner la douleur que ses souvenirs apportaient. Mais maintenant, mêlée à la douleur, il y avait une étincelle d'espoir et une détermination féroce de découvrir la vérité, quel qu'en soit le coût. Cet après-midi-là, après des heures de débat intérieur, François prit finalement le téléphone et composa le numéro de son père. « Papa, dit-il quand Antoine répondit, nous devons parler. À propos d'Hélène, à propos de ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. » De l'autre côté de la ligne, il y eut un long silence. Quand Antoine parla enfin, sa voix semblait fatiguée et appréhensive. « Fils, je pensais que nous avions laissé le passé derrière nous. Pourquoi remuer de vieilles blessures ?» François prit une profonde inspiration. « Parce que, papa, je pense que ces blessures n'ont jamais vraiment cicatrisé. Et parce que je pense qu'Hélène pourrait être vivante. » Un autre silence, cette fois plus lourd, plus chargé de culpabilité. « Viens dîner avec moi demain soir », finit par dire Antoine. « Nous avons beaucoup à discuter. » Pendant ce temps, dans la boutique de fleurs, Marie se préparait à fermer le magasin. La journée avait été chargée mais productive. Alors qu'elle rangeait les derniers vases, ses yeux se posèrent sur un bouquet de lys. Pendant un moment, l'image de l'homme en costume, François, se souvint-elle, flashait dans son esprit. Une soudaine vague de vertige la fit s'appuyer sur le comptoir. Pendant un instant, elle eut l'impression de voir une chambre inconnue, d'entendre un rire familier, de sentir le toucher de main qui, aussi vite qu'elle était venue, la sensation disparut, laissant Marie confuse et légèrement effrayée. Que lui arrivait-il? Secouant la tête pour chasser ses étranges pensées, elle finit de fermer la boutique et sortit dans la nuit parisienne, sans savoir qu'à quelques kilomètres de là, un homme luttait pour résoudre un mystère qui pourrait changer leur vie à jamais. La ville, vaste et imposante, gardait ses secrets. Mais pour combien de temps encore? Le restaurant Le Coq, d'or l'un des plus exclusifs de Paris, était presque vide en cette soirée de mercredi. Dans la mezzanine isolée de la salle principale, François Dubois attendait anxieusement l'arrivée de son père. La table dressée pour deux, avec sa nappe de lin blanc et ses couverts en argent, semblait étrangement formelle pour une conversation qui promettait d'être si intime et potentiellement douloureuse. François faisait distraitement tourner son verre de vin rouge entre ses mains, observant le liquide sombre danser à l'intérieur du cristal. Son esprit était à des kilomètres de là, revivant des souvenirs d'Hélène, de l'accident, et maintenant, se mêlant à tout cela l'image de Marie. Le bruit de pas fermes le ramena au présent. Antoine Dubois, à 80 ans, était encore une figure imposante. Grand, les cheveux complètement blancs et les yeux bleus perçants, il portait avec lui une aura d'autorité qui semblait faire vibrer l'air autour de lui. « Fils !» salua Antoine, sa voix grave résonnant dans l'espace vide. François se leva, embrassant brièvement son père avant que tous deux ne s'assoient. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, comme s'ils mesuraient les mots qui allaient suivre. Ce fut Antoine qui rompit le silence. « Alors, tu penses qu'Hélène pourrait être vivante ?» Ce n'était pas une question, mais une constatation. François acquiesça lentement. « Papa, je l'ai vue. Ou du moins, je pense l'avoir. »« Vue ?» commença-t-il, sa voix trahissant l'émotion contenue. « Une femme identique à elle, vendant des fleurs dans le centre. Elle ne m'a pas reconnu, elle dit s'appeler Marie, mais... » Antoine leva une main l'interrompant. Son visage, normalement un masque de contrôle, montrait des signes de tension. « Avant que nous continuions, François, il faut que tu comprennes une chose, dit-il se penchant en avant. Tout ce que j'ai fait, toutes les décisions que j'ai prises, c'était en pensant à ton bien. » François sentit un frisson parcourir son échine. « Que veux-tu dire par là, papa ?» Antoine soupira profondément, semblant vieillir de 10 ans en un instant. « Cette nuit-là, quand j'ai reçu l'appel au sujet de l'accident d'Hélène, les choses ne se sont pas exactement passées comme je te l'ai raconté. » Le cœur de François s'accéléra. Il se prépara à ce qui allait suivre, sachant instinctivement qu'il était sur le point d'entendre quelque chose qui changerait sa vie, à jamais. « Hélène a survécu à l'accident initial, continua Antoine, sa voix maintenant presque un murmure. Quand je suis arrivé à l'hôpital, elle était dans un état critique. Les médecins, ils ne donnaient pas beaucoup d'espoir. »
François sentit les larmes lui monter aux yeux. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?»« Parce que tu étais déjà dévasté, fils. Et parce que j'ai pris une décision cette nuit-là qui a tout changé. » Antoine fit une pause, comme s'il rassemblait son courage pour continuer. Le serveur s'approcha pour servir les plats, mais d'un geste, le patriarche le congédia. Hélène était enceinte, comme tu le sais. Les médecins ont pratiqué une césarienne d'urgence pour essayer de sauver le bébé. C'était une fille. François, ta fille a survécu. Le monde sembla s'arrêter pour François. Sa fille, vivante. Où est-elle? Parvint-il à balbutier, sa voix à peine audible. Antoine baissa les yeux, la culpabilité évidente dans son expression. Je l'ai donnée à l'adoption, François. J'ai pensé que ce serait mieux ainsi. Tu t'effondrais, l'entreprise traversait une crise. J'ai pensé qu'un bébé serait trop pour toi à gérer à ce moment-là. François se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. Comment as-tu pu prendre cette décision à ma place? Fils, s'il te plaît, comprends. Et Hélène? Interrompit François, sa voix maintenant élevée. Qu'est-il arrivé à Hélène? Antoine hésita un moment. Elle est tombée dans le coma, François. Les médecins ne savaient pas si ou quand elle se réveillerait. Je l'ai transférée dans une clinique privée, loin de Paris. François eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Tout ce en quoi il croyait, tout ce qu'il avait vécu ces 20 dernières années, était basé sur un mensonge. Pourquoi, papa? Pourquoi nous avoir fait ça? Antoine se leva aussi, son visage un masque de remords et de détermination. Parce que je pensais te protéger l'héritage de notre famille. Hélène, elle venait d'une famille modeste, François. J'ai toujours pensé qu'elle te distrayait de ton potentiel, de ton avenir dans les affaires. Quand j'ai eu l'opportunité de tout recommencer, je l'ai saisie. François sentit une vague de nausée. Les implications de ce que son père disait étaient presque insupportables. Tu as planifié l'accident? Demanda-t-il, sa voix tremblante. Antoine pâlit. Non, jamais. L'accident était réel, François. J'ai simplement profité des circonstances. Pendant un long moment, père et fils se regardèrent en silence. Le poids des révélations planait sur eux comme un nuage sombre. « Où est-elle maintenant, papa ?» demanda finalement François, sa voix froide et contrôlée. Antoine hésita. « Je ne sais pas exactement. J'ai perdu le contact avec la clinique il y a quelques années. Mais si cette Marie que tu as vue, il est possible que... » François n'attendit pas qu'il termine. Prenant son manteau, il se dirigea vers la sortie du restaurant. « Fils, s'il te plaît, » appela Antoine, sa voix suppliante. « Laisse-moi t'expliquer. » Mais François était déjà loin, son esprit un tourbillon d'émotions. Colère, tristesse, espoir, tout se mêlait dans un chaudron bouillonnant. Alors qu'il conduisait dans les rues illuminées de Paris, François savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Hélène était vivante, sa fille était quelque part, et il ferait tout pour les retrouver et rattraper le temps perdu. Dans le modeste appartement au-dessus de la boutique de fleurs, Marie se réveilla en sursaut. Encore un rêve étrange, rempli de visages inconnus et de lieux qu'elle n'avait jamais visités. Assise sur son lit, elle se frotta les yeux, essayant de chasser la sensation que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Elle ne savait pas qu'à ce moment précis, le destin mettait en mouvement des engrenages qui allaient changer sa vie pour toujours. Le jour se leva gris sur Paris, comme si le ciel reflétait le tourbillon d'émotions qui agitait le cœur de François Dubois. Après une nuit d'insomnie, il se trouvait dans son bureau avant même le lever du soleil, les yeux rouges fixés sur l'écran de l'ordinateur, tandis qu'il cherchait frénétiquement toute information qui pourrait le mener à Hélène ou Marie. Le téléphone sonna, le faisant sursauter. C'était Marc, le détective. « Monsieur Dubois », la voix grave résonna à l'autre bout de la ligne. « J'ai du nouveau. J'ai réussi à localiser la clinique mentionnée par votre père. » François sentit son cœur s'accélérer. « Où ?»« Une petite ville dans la campagne normande. Apparemment, la clinique a fermé il y a environ 5 ans. Mais j'ai réussi à contacter un ancien employé. Il se souvient d'une patiente qui correspond à la description de votre épouse. « Et que lui est-il arrivé ?» demanda François, peinant à contenir l'anxiété dans sa voix. Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. Selon l'employé, la patiente s'est réveillée du coma il y a environ 18 ans, mais souffrait d'une amnésie sévère. Elle a été transférée dans un programme de réadaptation à Paris peu après.
François ressentit un mélange de soulagement et de frustration. C'était une pièce de plus du puzzle, mais il en manquait encore tant. Marc, j'ai besoin que vous découvriez tout sur ce programme de réadaptation. Et sur ma fille. Nous devons la retrouver aussi. Compris, monsieur Dubois. Je travaille dessus. Je vous tiendrai informé. Dès qu'il raccrocha, François prit une décision. Il ne pouvait pas rester là à attendre. Il devait revoir Marie, lui parler, même si elle ne le reconnaissait pas. Pendant ce temps, dans la boutique de fleurs, Marie se préparait pour une nouvelle journée de travail. Mais quelque chose était différent. Les rêves de la nuit précédente résonnaient encore dans son esprit, apportant une inquiétude qu'elle n'arrivait pas à expliquer. « Madame Marie, tout va bien ?» demanda Julie, remarquant l'air distrait de sa patronne. Marie força un sourire. « Oui, ma chérie, j'ai juste mal dormi. » Tout en arrangeant un bouquet de roses, Marie se surprit à fredonner à nouveau cette mélodie inconnue. Soudain, une image surgit dans son esprit. Elle, plus jeune, dansant dans une pièce ensoleillée, dans les bras d'un homme dont elle n'arrivait pas à voir clairement le visage. La vision la laissa si étourdie qu'elle laissa tomber le vase, qu'elle tenait, répandant l'eau et les fleurs sur le sol de la boutique. « Madame Marie » s'exclama Julie, accourant pour l'aider. « Je vais bien » murmura Marie, mais ses mains tremblaient tandis qu'elle essayait de ramasser les débris. C'est à ce moment-là que la porte de la boutique s'ouvrit. Marie leva, les yeux et son cœur faillit s'arrêter. Là, debout à l'entrée, se trouvait François Dubois. Pendant un instant, le temps sembla se figer. François regardait Marie, son cœur battant la chamade dans sa poitrine, cherchant désespérément le moindre signe de reconnaissance dans ses yeux. Marie, quant à elle, ressentit une vague de quelque chose. Ce n'était pas vraiment de la reconnaissance, mais une étrange sensation de familiarité, comme si elle revoyait un vieil ami après des décennies de séparation. « Bonjour », finit par dire François, sa voix rauque d'émotion. « Je suis venu acheter d'autres fleurs. » Marie se releva lentement, encore un peu étourdie. « Bien sûr, monsieur. Que désirez-vous aujourd'hui ?» François fit un pas en avant, ses yeux ne quittant jamais les siens. « En fait, j'aimerais vous parler, si possible. » Julie, percevant la tension dans l'air, s'éclipsa discrètement vers l'arrière-boutique. Marie fronça les sourcils, un léger mal de tête commençant à se former. « Parler ? De quoi ?» François prit une profonde inspiration. C'était maintenant, ou jamais. « De votre passé, Marie. Ou devrais-je dire, Hélène. » Le nom frappa Marie comme un coup de foudre. Des images fragmentées inondèrent son esprit. Une voiture dérapant sous la pluie, le bruit du métal qui se tord, un cri étouffé. Ses jambes fléchirent et elle s'appuya sur le comptoir pour ne pas tomber. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle, sa voix tremblante. François s'approcha, luttant contre l'envie de la prendre dans ses bras. « Je m'appelle François Dubois, et je crois que vous êtes ma femme, Hélène. La femme que je pensais avoir perdue il y a plus de 20 ans. » Marie, ou était-ce Hélène, sentit le monde tourner autour d'elle. Des fragments de souvenirs, de rêves et de réalité se mélangeaient dans son esprit, créant un kaléidoscope confus d'images et d'émotions. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle, les larmes commençant à se former dans ses yeux. « Je suis Marie. J'ai toujours été Marie. » Mais même en prononçant ces mots, une partie d'elle savait que ce n'était pas vrai. Les lacunes dans ses souvenirs, les rêves étranges, la sensation constante que quelque chose d'important manquait, tout commençait à prendre un sens terrible. François, voyant sa détresse, fit un pas en arrière. « Je sais que c'est un choc. Je ne suis pas venu ici pour perturber votre vie. Mais il s'est passé des choses que vous devez savoir sur votre passé, sur notre fille. » La mention d'une fille fut trop pour Marie. Avec un sanglot étouffé, elle chancela en arrière, ses jambes cédant finalement. François la rattrapa avant qu'elle ne tombe, la tenant dans ses bras pour la première fois en 2 décennies. Le contact familier, son odeur, tout cela ramena une avalanche de souvenirs et d'émotions. « S'il vous plaît, » murmura-t-il, sa voix brisée. « Laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous aider à vous souvenir. » À ce moment-là, avec François la tenant et le passé frappant à la porte de son esprit, Marie, ou Hélène, sut que sa vie était sur le point de changer. Pour toujours, le puzzle de son existence, si longtemps incomplet, commençait enfin à se former. Et tandis que le monde extérieur continuait son cours,
dans cette petite boutique de fleurs au cœur de Paris, deux âmes longtemps séparées entamaient le voyage de redécouverte l'une de l'autre et d'elle-même. Le parfum des fleurs se mêlait à l'odeur du thé fraîchement préparé dans le petit appartement au-dessus de la boutique de fleurs. Marie, ou était-ce Hélène, assise dans son fauteuil préféré, tenait une tasse fumante entre ses mains tremblantes, tandis que François occupait le canapé en face d'elle, penché en avant, anxieux et appréhensif. Julie, inquiète de l'état de Marie, avait insisté pour fermer la boutique plus tôt, promettant de revenir le lendemain. Maintenant, dans le silence de l'appartement, le poids des révélations planait dans l'air comme un nuage dense. Je ne sais pas par où commencer, finit par briser le silence Marie, sa voix à peine plus qu'un murmure. François acquiesça avec compréhension. Peut-être pourrions-nous commencer par ce dont vous vous souvenez. Quel est votre premier souvenir clair? Marie ferma les yeux, cherchant dans son esprit les souvenirs les plus anciens. Je me souviens de me réveiller. Dans un hôpital, j'étais confuse, effrayée. Les médecins m'ont dit que j'avais eu un accident et que j'avais une amnésie. C'était il y a combien de temps? Demanda doucement François. Environ 18 ans, je crois, répondit-elle, ouvrant les yeux pour le regarder. Ils m'ont dit que je m'appelais Marie Lambert, que je n'avais pas de famille proche. J'ai suivi un programme de réadaptation, j'ai appris de nouvelles compétences, j'ai recommencé ma vie à zéro. François sentit son cœur se serrer. 18 ans. Tant de temps perdu. Hélène, Marie, se corrigea-t-il rapidement. Ce que je vais vous raconter peut sembler incroyable, mais je vous demande de m'écouter jusqu'au bout. Elle acquiesça, se préparant à ce qui allait suivre. François commença alors à raconter l'histoire de son mariage avec Hélène, l'amour qu'il partageait, la grossesse tant désirée. Il parla de la nuit de l'accident, de comment il avait cru pendant si longtemps qu'elle était décédée. Et puis, la voix étranglée par l'émotion, il raconta les récentes révélations faites par son père. Au fur et à mesure que François parlait, Marie avait l'impression que quelqu'un ouvrait des portes dans son esprit dont elle ignorait l'existence. Des flashs de mémoire, des fragments d'une vie qu'elle ne reconnaissait pas comme la sienne, commencèrent à surgir. Je me souviens d'un jardin, murmura-t-elle, interrompant François. Un jardin rempli de roses rouges. J'étais enceinte, heureuse. François sentit les larmes lui monter aux yeux. Notre jardin. Vous adoriez vous en occuper. Vous disiez que vous vouliez que notre bébé grandisse, entouré de beauté. La mention du bébé fit Marie relever brusquement les yeux. L'enfant, notre fille. Qu'est-il arrivé à notre fille? François prit une profonde inspiration, se préparant à révéler la partie la plus douloureuse de l'histoire. Mon père, il l'a donnée à l'adoption juste après sa naissance. Je ne savais même pas qu'elle avait survécu jusqu'à hier. Marie laissa échapper un sanglot, couvrant sa bouche de ses mains. La douleur de la perte, même de quelque chose dont elle ne se souvenait pas complètement, était écrasante. Comment a-t-il pu? Murmura-t-elle entre ses larmes. François se leva incapable de contenir l'envie de la réconforter. Il s'agenouilla à côté du fauteuil, hésitant, ne sachant pas s'il devait la toucher. « Je vous promets, dit-il, sa voix chargée de détermination, que nous allons la retrouver, notre fille. Nous allons la ramener vers nous. » Marie le regarda, voyant pour la première fois non pas un étranger, mais un homme qui partageait sa douleur, ses espoirs. Impulsivement, elle tendit la main, touchant le visage de François. Le contact déclencha une nouvelle vague de souvenirs, un baiser sous la pluie, des rires partagés sur une plage ensoleillée, la sensation de sécurité dans ses bras. « François » murmura-t-elle, testant le nom sur ses lèvres. Cela sonnait juste, familier. Il couvrit sa main de la sienne, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Je suis là, Hélène. Je suis là, et je ne vous laisserai plus jamais. » Pendant un long moment, ils restèrent ainsi, connectés non seulement par le contact physique, mais par une histoire partagée qui ressurgissait peu à peu des ombres de l'oubli. Finalement, Marie, ou était-ce Hélène? Elle n'en était plus, sûre, s'écarta doucement. « C'est trop à absorber d'un coup, » dit-elle, essuyant ses larmes. « J'ai besoin de temps pour assimiler tout cela. » François acquiesça, compréhensif. « Bien sûr, je comprends. Je ne veux pas vous brusquer, mais puis-je revenir demain? Il y a encore tant de choses dont nous devons parler, tant de choses à nous remémorer ensemble. » Elle hésita un moment, puis accepta. « Oui, s'il vous plaît, revenez demain. »
Alors que François se préparait à partir, Marie l'appela une dernière fois. « François ?» Il se retourna, plein d'espoir. « Notre... Phil. Quel est son nom ?» François sentit un nœud dans sa gorge. « Je ne sais pas. Mon père ne me l'a jamais dit. Mais je promets que nous allons le découvrir. Nous allons la retrouver, Hélène. Ensemble. » Après le départ de François, Marie resta assise pendant des heures, regardant par la fenêtre sans vraiment rien voir. Son esprit était un tourbillon de souvenirs anciens et nouveaux, de doutes et de certitudes. Qui était-elle vraiment? Marie Lambert, la fleuriste solitaire, ou Hélène Dubois, épouse et mère? Tandis que la nuit tombait sur Paris, elle savait que son voyage de redécouverte de soi ne faisait que commencer. Et quelque part là-bas, une jeune femme qui ne savait rien de son véritable passé vivait sa vie, inconsciente que ses parents biologiques étaient sur le point de bouleverser son monde. La quête de la vérité et de la famille longtemps perdue ne faisait que commencer. Et aucun d'entre eux ne pouvait prévoir les défis et les révélations qui les attendaient. Le soleil venait à peine de se lever lorsque François arriva au bureau le lendemain matin. Ses yeux étaient marqués par de profondes cernes, témoins d'une nuit sans sommeil, remplie de souvenirs et d'espoirs renouvelés. D'une main fébrile, il composa le numéro de Marc, le détective. « Marc, bonjour. J'ai besoin que vous concentriez tous vos efforts sur la recherche de ma fille. Elle doit avoir environ 20 ans maintenant. Cherchez les adoptions réalisées à l'époque de l'accident, en particulier celles qui pourraient avoir un lien avec mon père ou avec la clinique où se trouvait Hélène. » De l'autre côté de la ligne, Marc prit quelques notes. « Compris, monsieur Dubois. J'ai déjà commencé à enquêter dans cette direction. Y a-t-il autre chose qui pourrait m'aider à restreindre la recherche ?» François hésita un moment. « Oui, cherchez quelqu'un avec un talent pour l'art ou le jardinage. Hélène disait toujours que notre bébé hériterait de sa passion pour les fleurs. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans un modeste atelier d'art, une jeune femme aux cheveux châtains et aux yeux verts intenses donnait les dernières touches à une toile. Léa Martin, 20 ans, était considérée comme une promesse dans le monde de l'art contemporain. Ses tableaux, invariablement remplis de fleurs vibrantes et de paysages oniriques, avaient déjà attiré l'attention des critiques et des collectionneurs. S'éloignant de la toile pour admirer son travail, Léa ressentit cette sensation familière d'inquiétude qui l'accompagnait toujours. Malgré son succès précoce et l'amour de ses parents adoptifs, quelque chose semblait toujours manquer dans Xavier, une pièce du puzzle qu'elle n'arrivait pas à trouver. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. « Allô, maman ?» répondit-elle, un sourire adoucissant ses traits. « Léa, ma chérie », la voix affectueuse de Claire Martin résonna de l'autre côté. « Je voulais juste te rappeler le dîner de ce soir. Ton père et moi avons quelque chose d'important à te dire. » Léa fronça les sourcils, intriguée. « Quelque chose d'important? Il s'est passé quelque chose ?» Il y eut une pause avant que Claire ne réponde. « Ce n'est rien dont tu doives t'inquiéter, mon amour. C'est juste, il y a certaines choses sur ton passé que nous pensons qu'il est temps que tu saches. » Le cœur de Léa s'accéléra. Son passé? S'agirait-il d'informations sur ses parents biologiques? « D'accord, maman. Je serai là à 19h comme prévu. » En raccrochant le téléphone, Léa reporta son attention sur la toile devant elle. Le tableau montrait un vaste champ de lys, avec une silhouette féminine au loin, de dos, comme si elle s'éloignait. C'était une image qui la hantait depuis des années, apparaissant dans ses rêves et se matérialisant dans ses peintures. Pendant ce temps, dans la boutique de fleurs, Marie ou Hélène, elle luttait encore pour définir son identité, se préparait nerveusement pour la visite de François. La nuit précédente avait été un tourbillon d'émotions et de souvenirs, fragmentés. Lorsque François entra dans la boutique, apportant avec lui un vieil album photo, Marie sentit son cœur bondir. Il y avait quelque chose de terriblement familier dans cette scène. « Bonjour », dit doucement François. « J'ai pensé que cela pourrait t'aider à éveiller plus de souvenirs. » Assis dans le petit bureau à l'arrière de la boutique, ils commencèrent à feuilleter l'album. Chaque photo était comme une fenêtre sur un passé oublié. Marie touchait les images de ses doigts tremblants, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Ce jardin !» murmura-t-elle, pointant une photo où une version plus jeune d'elle-même souriait, entourée de roses. « J'en ai rêvé la nuit. Dernière !» François acquiesça, ému. « C'était votre refuge.
Vous passiez des heures à vous occuper des fleurs, à leur parler. Vous disiez que chacune avait une histoire à raconter. Au fur et à mesure qu'ils avançaient dans l'album, de plus en plus de souvenirs ressurgirent. Le jour du mariage, des voyages, des moments du quotidien qui prenaient soudain un nouveau sens. Puis ils arrivèrent à une photo qui fit Marie hoqueter. Elle y apparaissait enceinte, radieuse, caressant son ventre proéminent. « Notre fille », murmura-t-elle, traçant le contour de son ventre sur la photo. François couvrit sa main de la sienne. « Nous allons la retrouver, Hélène, je vous le promets. » À ce moment-là, le téléphone portable de François sonna. C'était Marc. « Monsieur Dubois. » La voix du détective était urgente. « Je pense avoir trouvé une piste concernant votre fille. Il y a une jeune artiste, Léa Martin, qui correspond à l'âge et qui a un talent remarquable pour peindre des fleurs. De plus, j'ai découvert qu'elle a été adoptée à la même époque. Que l'accident. » François sentit le monde tourner. Sa fille, si proche. « Où est-elle? Comment pouvons-nous la trouver ?» demanda-t-il, sa voix tremblant d'émotion. Marc fournit les détails qu'il avait découverts, y compris l'adresse de l'atelier de Léa. En raccrochant, François se tourna vers Marie, ses yeux brillants d'espoir et de peur. « Hélène, » dit-il doucement, « je crois que nous avons retrouvé notre fille. » Marie eut l'impression que l'air avait été aspiré de ses poumons. Après tant d'années, tant de pertes, la possibilité de retrouver la fille dont elle ne se souvenait même pas avoir eu était écrasante. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. François prit ses mains, ses yeux fixés sur les siens. « Maintenant, mon amour, nous allons reconstituer notre famille, ensemble. » Pendant ce temps, dans son atelier, Léa donnait les dernières retouches à sa peinture, inconsciente que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Le destin, si longtemps retardé, mettait enfin toutes les pièces en place. La réunion d'une famille fragmentée était sur le point de commencer, apportant avec elle des promesses de joie, mais aussi le poids de secrets longtemps enfouis. Le prochain chapitre de leur vie était sur le point d'être écrit, et aucun d'entre eux ne pouvait prévoir les émotions et les révélations qui les attendaient. L'atelier de Léa Martin était un espace lumineux et accueillant, rempli de toiles à divers stades de création. L'odeur de peinture à l'huile et de térébenthine flottait dans l'air, se mêlant au parfum délicat des fleurs fraîches qu'elle gardait toujours à proximité, cherchant l'inspiration. Cet après-midi-là, Léa était immergée dans son travail, donnant les touches finales à une nouvelle pièce. Le tableau représentait un vaste champ de lys sous un ciel orageux, avec une silhouette solitaire au loin. Il y avait une mélancolie palpable dans l'œuvre, un sentiment de perte et de quête qui imprégnait une grande partie de ses créations. Un léger coup à la porte la tira de sa transe créative. « Entrez !» appela-t-elle, essuyant ses mains. Sur un chiffon, la porte s'ouvrit révélant Claire Martin, sa mère adoptive. Claire était une femme d'âge moyen, aux yeux doux et au sourire chaleureux qui faisait toujours se sentir Léa en sécurité. « Ma chérie », commença Claire, hésitante, « je sais que nous avions convenu de parler au dîner, mais il s'est passé quelque chose et nous avons pensé qu'il valait mieux venir te parler maintenant. » Léa fronça les sourcils, remarquant la tension sur le visage de sa mère. « Maman, que se passe-t-il? Tu me fais peur. » Claire prit une profonde inspiration avant de continuer. « Léa, mon amour, nous avons reçu un appel aujourd'hui. Un homme, il dit être ton père biologique. » Le monde sembla s'arrêter pour Léa. Le pinceau qu'elle tenait glissa de ses doigts, tombant au sol avec un bruit sourd. « Mon père biologique ?» murmura-t-elle, sentant ses jambes faiblir. Claire s'approcha, la guidant doucement vers un tabouret proche. « Oui, ma chérie, lui et ta mère biologique, ils veulent te rencontrer. » Léa ressentit un mélange d'émotions l'envahir. Choc, peur, curiosité, espoir. Toute sa vie, elle s'était interrogée sur ses origines, sur les raisons pour lesquelles elle avait été donnée à l'adoption. Et maintenant, soudainement, les réponses semblaient à portée de main. « Comment m'ont-ils retrouvé ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Claire hésita. « C'est une histoire compliquée, mon amour. Apparemment, ils ne connaissaient pas ton existence jusqu'à très récemment. Il y a eu des circonstances qui vous ont séparés. » Léa absorba l'information, son esprit tourbillonnant de questions. « Ils veulent me voir. Quand? Ils sont... Eh bien, ils sont ici, Léa, en bas, en train d'attendre. » Le cœur de Léa fit un bond, si près.
Ses parents biologiques, des personnes qu'elle avait imaginées 1000 fois. N'est-elle qu'à quelques volées d'escalier de distance? Je ne sais pas si je suis prête, murmura-t-elle, sentant la panique monter dans sa poitrine. Claire l'enlaça tendrement. Personne ne te met la pression, mon amour. Si tu ne veux pas les voir maintenant, ce n'est pas grave. Ton père et moi soutiendrons toute décision que tu prendras. Léa ferma les yeux, respirant profondément. Toute sa vie avait été façonnée par l'absence de ces deux étrangers, ses peintures, ses rêves, cette sensation constante que quelque chose manquait. Tout menait à ce moment. Non, dit-elle finalement, ouvrant les yeux avec une détermination renouvelée. Je veux les voir. J'ai besoin de les voir. Pendant ce temps, à l'étage inférieur, François et Marie attendaient anxieusement. Le cœur des deux battait la chamade, un mélange de peur et d'espoir palpable dans l'air. Marie tenait fermement la main de François, cherchant force et réconfort. Plus de souvenirs étaient revenus ces dernières heures. Des souvenirs de la grossesse, de l'attente de la naissance, de l'amour qu'elle avait ressenti pour ce bébé qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de tenir dans ses bras. Et si elle nous déteste, murmura Marie, donnant voix à la peur qui la consumait. François serra doucement sa main. Elle est notre fille, Hélène, une partie de nous. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Le bruit de pas dans l'escalier les fit retenir leur souffle. Et puis, elle était là. Léa descendit lentement les escaliers, ses yeux verts, si semblables à ceux de Marie, parcourant les visages anxieux qui l'attendaient. Pendant un moment, le temps sembla se figer. 3 cœurs battant à l'unisson, 3 vies sur le point de s'entremêler à nouveau après 2 décennies de séparation. Marie laissa échapper un sanglot étouffé. Là, devant elle, se tenait la preuve vivante de l'amour qu'elle avait partagé avec François, l'enfant qu'elle pensait avoir perdu à jamais. François, quant à lui, luttait pour contenir ses larmes. Sa fille était le mélange parfait de lui et d'Hélène, une œuvre d'art vivante qui surpassait tous les tableaux qu'il avait jamais vus. Léa s'arrêta sur la dernière marche, ses yeux alternant entre les 2 étrangers qui l'observaient avec tant d'amour et de désir. « Bonjour », dit-elle finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je suis Léa. » Marie fit un pas en avant, tendant une main tremblante. « Léa », répéta-t-elle, savourant le nom. « Je suis ta mère, Hélène. » François la rejoignit, sa voix étranglée par l'émotion. « Et je suis François, ton père. » Léa regarda les mains tendues de ses parents biologiques, sentant le poids de ce moment. Il y avait tant à dire, tant de questions à poser, tant d'émotions à traiter. Le cœur battant, elle tendit finalement ses propres mains, touchant celles de ses parents pour la première fois en 20 ans. Le contact fut comme une étincelle, déclenchant une vague d'émotions qu'aucun d'entre eux n'était totalement préparé à affronter. Des larmes, des sourires hésitants et des mots entrecoupés se mêlaient, tandis que la famille, si longtemps séparée, faisait ses premiers pas vers la réconciliation. Mais alors que ce moment de retrouvailles se déroulait, aucun d'entre eux ne remarquait la silhouette sombre qui les observait de loin. Antoine Dubois, le patriarche dont la décision avait séparé cette famille 2 décennies auparavant, assistait à la scène avec un mélange de remords et d'appréhension. Il savait que sa présence ici changerait à nouveau tout, et que les secrets qu'il gardait encore avaient le pouvoir d'ébranler les fondations fragiles de ces retrouvailles. Le destin avait réuni la famille. Mais le chemin à parcourir était encore semé d'obstacles et de révélations qui mettraient à l'épreuve les liens nouvellement formés. Le café accueillant au rez-de-chaussée de l'immeuble de Léa devint le cadre improbable des retrouvailles d'une famille longtemps séparée. Assis à une table à l'écart, François, Marie et Léa se regardaient, un silence chargé d'émotions planant entre eux. Léa fut la première à rompre le silence. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Pourquoi m'avez-vous abandonné ?» La question frappa François et Marie comme un coup de poing dans l'estomac. Marie ferma les yeux, luttant contre les larmes. François prit une profonde inspiration avant de répondre. « Léa, nous ne t'avons jamais abandonné. Du moins, pas intentionnellement. » Il commença alors à raconter l'histoire de l'accident, de l'amnésie de Marie, des mensonges de son père. Au fur et à mesure que le récit se déroulait, les yeux de Léa s'écarquillaient de choc et d'incrédulité. « Alors, vous ne saviez pas que j'existais, jusqu'à maintenant ?» Marie acquiesça, des larmes coulant silencieusement sur son visage. « Je ne me souvenais même pas d'être enceinte, ma chérie. Ma mémoire
revient encore petit à petit. Léa absorba l'information, ressentant un mélange confus d'émotions, de la colère face à la situation, du soulagement de ne pas avoir été simplement abandonnée, de la peur face à l'inconnu qui s'ouvrait devant elle. « Et maintenant » demanda-t-elle, sa voix faible. « Que va-t-il se passer maintenant ?» François tendit la main hésitant par-dessus la table. Après un moment d'hésitation, Léa la prit. « Maintenant, si tu le veux bien, nous aimerions apprendre à te connaître, faire partie de ta vie. » À ce moment-là, la porte du café s'ouvrit et Antoine Dubois entra. L'air sembla se figer lorsque tous ceux à la table le virent. François se leva brusquement, son visage fit un masque de fureur contenue. « Père, que fais-tu ici ?» Antoine leva les mains dans un geste d'apaisement. « Fils, je suis venu demander pardon et dire toute la vérité. » Léa regarda confuse de l'un à l'autre. « Qui est-ce » Marie, qui avait récupéré plus de souvenirs ces derniers jours, répondit d'une voix tremblante. « C'est ton grand-père. » Léa, le père de François. Antoine s'approcha de la table, ses yeux chargés de remords. « Puis-je m'asseoir ? Il y a des choses que vous devez savoir, des choses que j'aurais dû dire il y a longtemps. » À contre-cœur, François fit un geste pour que son père s'assoie. La tension était palpable. Antoine commença à parler, sa voix fatiguée. « Ce que j'ai fait était impardonnable. Je pensais protéger les intérêts de la famille, de notre entreprise. Mais en réalité, j'étais simplement égoïste et contrôlant. » Il révéla alors comment il avait manipulé la situation après l'accident, comment il avait utilisé son influence pour garder Hélène, maintenant Marie, éloignée, comment il avait orchestré l'adoption de Léa. « Je pensais donner à tous un nouveau départ, » conclut-il, la voix étranglée. « Mais en réalité, je vous ai volé 20 ans, et il n'y a aucune excuse pour cela. » Le silence qui suivit était assourdissant. François tremblait de colère contenue. Marie pleurait silencieusement, et Léa semblait sous le choc. Ce fut Léa qui parla finalement. « Alors, toute ma vie était basée sur un mensonge ?» Antoine baissa la tête, incapable de faire face au regard accusateur de sa petite fille. « Oui, et j'en suis désolé plus que je ne peux l'exprimer. » François se leva à nouveau, sa voix tranchante. « Être désolé ne suffit pas, père. Tu as détruit nos vies. Comment espères-tu que nous pardonnions cela ?» Marie, qui était restée silencieuse jusque-là, surprit tout le monde en parlant. « Nous ne pouvons pas changer le passé, » dit-elle doucement. « Mais nous pouvons choisir comment avancer à partir de maintenant. » Tous les regards se tournèrent envers elle. Marie continua, sa voix gagnant en force. « J'ai perdu 20 ans de souvenirs, de vie avec mon mari et ma fille. Mais maintenant, nous avons la chance de récupérer quelque chose. Nous ne pouvons pas gaspiller plus de temps dans la colère et le ressentiment. » Léa, les larmes aux yeux, hocha lentement la tête. « J'ai toujours senti qu'il me manquait quelque chose. Maintenant, je sais quoi. Et aussi difficile que ce soit, je veux essayer. Vous connaître, être une famille. » François, encore tremblant d'émotion, regarda sa femme et sa fille. L'amour qu'il ressentait pour elle dépassait la colère qu'il nourrissait envers son père. Lentement, il se rassit. « Ce ne sera pas facile, » dit-il, regardant directement Antoine. « Il y a beaucoup à pardonner, beaucoup à reconstruire, mais nous sommes prêts à essayer. » Antoine, des larmes coulant sur son visage ridé, acquiesça. « C'est plus que je ne mérite. Merci. » À ce moment-là, dans ce café, une famille fragmentée faisait ses premiers pas vers la guérison. Le chemin serait long et difficile, rempli de conversations douloureuses et d'émotions intenses. Mais il y avait aussi de l'espoir. Alors, que l'après-midi avançait, ils continuèrent à parler. Léa parla de son art, Marie de sa boutique de fleurs, François de ses années de recherche silencieuse. Peu à peu, les pièces de leur vie commençaient à s'assembler. Quand ils se séparèrent finalement, des heures plus tard, il y avait un sentiment prudent d'optimisme. Ils avaient prévu de se revoir, de continuer à explorer ce nouveau territoire émotionnel. Alors que Léa observait ses parents biologiques et son grand-père nouvellement découvert s'éloigner, elle sentit quelque chose changer en elle. Les lacunes dans ses peintures, le vide qu'elle avait toujours ressenti, commençaient à prendre sens. De retour dans son atelier, elle prit un pinceau, ressentant une inspiration qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Sur la toile vierge, l'image d'une famille commença à apparaître, brisée, imparfaite, mais se réunissant à nouveau. C'était le début d'un nouveau chapitre,
pas seulement dans son art, mais dans sa vie. Et pour la première fois depuis longtemps, Léa sentit qu'elle était exactement là où elle devait être. Les semaines qui suivirent les retrouvailles furent une montagne russe émotionnelle pour tous les concernés. François, Marie et Léa commencèrent à se rencontrer régulièrement, essayant de construire une relation qui transcendait les deux. Décennies perdues. Par un samedi après-midi ensoleillé, les trois se promenaient dans le jardin des Tuileries, le cœur vert de Paris. Léa, son carnet de croquis sous le bras, observait attentivement ses parents biologiques. C'était fascinant pour elle de remarquer les petits gestes et manières qu'elle avait hérités de chacun d'eux. « Vous savez, » commença Léa, brisant un silence confortable, « je me suis toujours demandé d'où venait ma passion pour les fleurs et les couleurs. Maintenant, ça a du sens. » Elle sourit à Marie qui lui rendit son sourire, les larmes aux yeux. Marie tendit la main, touchant doucement le bras de sa fille. « Tu te souviens quand je t'ai dit que chaque fleur avait une histoire? On dirait que tu as porté cette croyance sans même le savoir. » François observait l'interaction entre mère et fille, le cœur rempli. « Et la détermination, » ajouta-t-il avec un sourire. « Ça, tu l'as définitivement hérité de nous deux. » Ils s'arrêtèrent près d'un petit étang, s'asseyant sur un banc. Léa ouvrit son carnet et commença à esquisser la scène devant elle. Des familles se promenant, des enfants jouant, la nature en harmonie avec la ville. « Comment se passent les séances de thérapie ?» demanda Léa, ses yeux alternant entre le papier et ses parents. François soupira. « Difficile, mais nécessaire. Il y a tant à traiter, tant d'émotions refoulées pendant des années. » Marie acquiesça. « Le thérapeute dit qu'il est normal que nous ressentions un mélange de joie et de deuil. Nous sommes heureux d'être à nouveau ensemble, mais nous pleurons aussi le temps perdu. » Léa arrêta de dessiner un moment, réfléchissant. « Je comprends. Parfois, je me surprends à penser à ce qu'aurait été ma vie si j'avais grandi avec vous. Mais ensuite, je pense à mes parents adoptifs, à tout l'amour qu'ils m'ont donné et je me sens coupable. » François se pencha, prenant la main de Léa. « Ne te sens pas coupable, ma chérie. L'amour n'est pas une ressource limitée. Tu peux aimer tes parents adoptifs et avoir encore de la place dans ton cœur pour nous. » Marie acquiesça. « Ils ont pris soin de toi quand nous ne le pouvions pas. Nous leur en serons toujours reconnaissants. » Le son d'une notification interrompit le moment. C'était le téléphone portable de François. Il fronça les sourcils en lisant le message. « C'est de mon père, » dit-il, sa voix tendue. « Il veut nous rencontrer, nous tous. » L'air autour d'eux sembla s'alourdir. Antoine Dubois était encore un sujet délicat. Une blessure qui commençait à peine à cicatriser. Léa fut la première à briser le silence. « Je pense que nous devrions y aller, » dit-elle doucement. « Il fait partie de cette histoire, pour le meilleur ou pour le pire. Et si nous voulons vraiment aller de l'avant, nous devons affronter cela ensemble. » François et Marie échangèrent un regard. Il y avait de la fierté dans les yeux des deux pour la maturité de leur fille. « Tu as raison, » dit Marie. « Nous ne pouvons pas fuir le passé. Nous devons y faire face pour pouvoir vraiment construire notre avenir. » François acquiesça à contre-cœur. « Je vais répondre que nous irons, mais à nos conditions, à notre rythme. » Pendant que François tapait la réponse, Léa retourna à son dessin. Mais maintenant, en plus de la scène du parc, elle commença à ajouter des figures en arrière-plan, 4 silhouettes ensemble, mais avec de l'espace entre elles. Une famille en processus de guérison. « Que diriez-vous d'aller à la boutique de fleurs après ?» suggéra Marie. « Nous pourrions faire un arrangement ensemble, quelque chose qui symbolise ce nouveau départ. » Les yeux de Léa brillèrent à cette idée. « J'adorerais. Pouvons-nous utiliser des lys? Ce sont mes fleurs préférées. » François sourit, se souvenant de quelque chose. « Savais-tu que les lys étaient les fleurs de notre mariage, Hélène ?» Marie cligna des yeux, surprise. « C'est vrai, comment ai-je pu oublier ?» Tous les trois rirent ensemble, un son qui devenait de plus en plus naturel entre eux. C'était un rappel que, malgré les difficultés, il y avait de la joie dans ce voyage de redécouverte. En quittant le parc pour se rendre à la boutique, ces 2 fleurs, chacun portait en lui un mélange d'émotions. L'espoir pour l'avenir, la nostalgie du passé perdu et une détermination renouvelée de faire fonctionner cette nouvelle chance. La rencontre avec Antoine planait à l'horizon. Une conversation nécessaire mais redoutée. Mais pour l'instant, il se concentrerait sur le présent. Créer de nouveaux souvenirs, apprendre à se connaître, reconstruire les liens que le temps et les circonstances avaient rompus. Dans la boutique de fleurs,
Entre le parfum des fleurs et le doux murmure des conversations et des rires, une famille continuerait son voyage de guérison. Chaque fleur choisie, chaque arrangement créé, serait un pas vers un avenir qui, bien qu'incertain, était plein de possibilités. Et Léa, observant ses parents travailler côte à côte, sentait qu'elle comblait enfin ce vide qui avait toujours existé dans son cœur. Sa prochaine peinture, décida-t-elle, serait un portrait de cette scène. Pas parfaite, pas sans cicatrices, mais pleine d'amour et d'espoir. Le restaurant choisi pour la rencontre avec Antoine était élégant et discret, situé dans un quartier chic de Paris. François, Marie et Léa arrivèrent ensemble, un peu avant l'heure prévue. La tension était palpable entre eux. « Êtes-vous prêts pour ça ?» demanda François, sa voix chargée d'inquiétude. Marie acquiesça, serrant la main de son mari. « Ensemble, nous pouvons affronter n'importe quoi. » Léa, quant à elle, semblait perdue dans ses pensées. Depuis qu'elle avait appris l'existence de son grand-père et le rôle qu'il avait joué dans la séparation de sa famille, elle luttait avec des sentiments contradictoires. Lorsqu'Antoine arriva, le silence qui s'installa à la table était presque assourdissant. Le patriarche des Dubois semblait avoir vieilli de plusieurs années depuis leur dernière rencontre, le poids de ses actions clairement visible sur son visage. « Merci d'être venu », commença-t-il, sa voix tremblante. « Je sais que je ne mérite pas l'opportunité d'être ici avec vous, mais... » François l'interrompit, sa voix contrôlée mais dure. « Père, nous sommes ici parce que nous croyons que c'est nécessaire pour le processus de guérison de notre famille. Mais ne confonds pas cela avec le pardon. Il y a encore beaucoup à discuter. » Antoine acquiesça, acceptant les paroles de son fils. Son regard se tourna vers Léa, qui le fixait avec un mélange de curiosité et d'appréhension. « Léa, » dit-il doucement, « je sais que je ne pourrai jamais compenser les années que je vous ai volées, à vous tous. Mais j'aimerais essayer, si vous me le permettez. » Léa prit une profonde inspiration avant de répondre. « Monsieur Dubois, ou dois-je dire, grand-père? J'essaie encore de comprendre tout cela. Pourquoi avez-vous fait ce que vous avez fait? Comment avez-vous pu séparer une famille de cette manière ?» Antoine ferma les yeux un instant, comme s'il cherchait la force de révéler des vérités longtemps gardées. Quand il les rouvrit, ils étaient humides. « Je venais d'une génération et d'un monde où l'entreprise familiale était tout, » commença-t-il. « Quand François est tombé amoureux d'Hélène, j'ai vu cela comme une menace pour l'avenir que j'avais planifié pour lui, pour notre entreprise. » Marie, qui était restée silencieuse jusque-là, parla d'une voix tremblante. « Alors vous avez décidé de nous séparer? De me faire oublier toute ma vie ?» Antoine secoua la tête. « L'accident était réel, Hélène. Je n'ai jamais planifié cela. Mais quand c'est arrivé, j'ai vu une opportunité de corriger ce que je considérais comme une erreur. » François serra les poings, luttant pour garder son calme. « Et notre fille, comment as-tu pu donner ton propre sang à l'adoption? »« Je pensais lui donner une chance d'avoir une meilleure vie, » répondit Antoine, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Loin des scandales, des pressions de notre famille. Mais je vois maintenant que j'avais tort. Terriblement tort. » Léa, qui avait absorbé chaque mot, parla enfin. « Vous savez, pendant des années, je me suis demandé pourquoi j'avais été abandonné. J'ai imaginé 1000 scénarios, mais jamais quelque chose comme ça. » Antoine tendit une main, tremblante sur la table, n'osant toucher personne, mais offrant un geste de supplication. « Je sais que les mots ne peuvent pas défaire ce que j'ai fait, mais je suis ici pour offrir ce que je peux. Des informations, des ressources, tout ce qui peut aider à réparer les dommages que j'ai causés. » François échangea des regards avec Marie et Léa avant de répondre. « Père, nous avons besoin de temps. Du temps pour assimiler tout cela, pour guérir. Nous ne pouvons pas simplement faire comme si les 20 dernières années n'avaient pas eu lieu. » Marie acquiesça en accord. « Mais, ajouta-t-elle doucement, nous ne pouvons pas non plus vivre prisonniers du passé. Peut-être pouvons-nous trouver un chemin vers l'avant, ensemble. » Léa, surprenant tout le monde, tendit la main et toucha légèrement celle d'Antoine. « J'ai passé beaucoup de temps à peindre le vide que je ressentais. Maintenant que je connais la vérité, aussi douloureuse soit-elle, je peux au moins commencer à remplir ce vide avec de la compréhension. » Antoine ne put retenir ses larmes face au geste de sa petite fille. « Merci, » murmura-t-il. « Merci pour cette chance que je ne mérite pas. » Le reste du dîner se déroula dans un mélange de conversations tendues et de moments de silence réflexif.
Des plans furent faits pour des séances de thérapie familiale, et Antoine s'engagea à fournir tous les dossiers et informations qui pourraient encore manquer sur le passé. À la fin de la soirée, lorsqu'ils se séparèrent, il y avait un sentiment prudent de progrès. Pas de pardon complet, pas encore, mais un premier pas vers la compréhension et peut-être un jour, la réconciliation. Alors que François, Marie et Léa marchaient ensemble vers la voiture, Léa parla, sa voix pleine d'émotion. « Vous savez, je pense que j'ai enfin le thème de ma prochaine exposition. »« Lequel ?» demanda Marie, curieuse. Léa sourit, un sourire doux amer. « Je vais l'appeler Racines redécouvertes. Ce sera sur la famille, le pardon et le voyage de guérison. » François enlaça sa fille par les épaules. « Cela semble parfait, ma chérie. Parfait et douloureusement beau, comme notre histoire. » Alors qu'ils montèrent dans la voiture, chacun portait en lui le poids du passé, mais aussi l'espoir de l'avenir. La route devant eux serait longue et parfois difficile, mais maintenant ils la parcourraient ensemble, comme la famille qu'ils auraient toujours dû être. Les mois qui suivirent la rencontre avec Antoine furent une période de transformation, intense pour la famille Dubois. François, Marie et Léa se plongèrent corps et âme dans le processus de reconstruction de leurs liens, tout en gérant les complexités émotionnelles de leur passé récemment découvert. Par un samedi après-midi ensoleillé, Léa était dans son atelier, immergée dans sa dernière création. L'espace, autrefois solitaire, accueillait maintenant fréquemment la visite de ses parents biologiques. Aujourd'hui, Marie observait, fascinée, sa fille travailler sur la toile. « C'est incroyable comme tu captures la lumière », commenta Marie, admirant les coups de pinceau vibrants qui donnaient vie à un champ de tournesol sur la toile. Léa sourit, sentant une vague de chaleur à l'éloge de sa mère. « Je pense que j'ai hérité de ton regard pour les couleurs. Je me souviens que tu me racontais comment chaque fleur dans ta boutique a une personnalité unique. » Marie s'approcha, posant doucement sa main sur l'épaule de sa fille. « Tu sais, parfois j'ai encore du mal à croire que nous sommes ici ensemble, que j'ai la chance de voir la femme incroyable que tu es devenue. » Léa posa son pinceau, se tournant pour faire face à Marie. « Moi aussi j'ai ces moments-là. C'est comme si une partie de moi avait toujours su qu'il manquait quelque chose. Et maintenant je suis complète. » Le moment fut interrompu par le bruit de la porte qui s'ouvrait. François entra portant des sacs de nourriture. « J'espère ne pas interrompre le moment artistique, » plaisanta-t-il, posant les sacs sur une table. « Jamais, » répondit Léa avec un sourire. « En fait, nous parlions justement de combien tout cela est surréaliste. » François les rejoignit, observant la peinture en cours. « Chaque jour est une nouvelle découverte, » réfléchit-il. « Hier, par exemple, j'ai découvert que Léa a la même habitude que moi de fredonner en travaillant. » Tous les trois rirent, appréciant ces petits moments de connexion qu'ils découvraient. « En parlant de découverte, » commença Léa, sa voix devenant sérieuse, « il y a quelque chose que je veux partager avec vous. » Elle se leva et alla dans un coin de l'atelier, tirant une toile couverte. Quand elle la révéla, François et Marie restèrent sans voix. C'était un portrait de la famille, pas une représentation réaliste, mais une œuvre abstraite et émotionnelle. Au centre, trois figures entrelacées, clairement François, Marie et Léa, entourées d'un tourbillon de couleurs vibrantes. Sur les bords, des ombres plus sombres semblaient vouloir envahir la scène, mais étaient maintenues à distance par la lumière émanant du centre. « C'est magnifique », murmura Marie, les larmes aux yeux. François enlaça Léa, sa voix étranglée. « Tu as parfaitement capturé, ma fille, la lutte, la douleur, mais aussi l'espoir et l'amour. » Léa sourit, émue. « Ce sera le centre de mon exposition Racines redécouvertes. Je veux raconter notre histoire, pas seulement la douleur du passé, mais la beauté de ce que nous construisons maintenant. » Tous les trois restèrent silencieux un moment, absorbant l'impact de l'œuvre et ce qu'elle représentait. « Tu sais, » finit par dire François, « ton grand-père Antoine m'a appelé hier. » Marie et Léa se tournèrent vers lui attentives. « Il veut contribuer à ton exposition, Léa. Pas financièrement, mais il veut écrire une lettre, une explication, une demande de pardon à exposer avec tes œuvres. » Léa réfléchit un moment. « Qu'en pensez-vous? Serait-ce trop ?» Marie prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je pense que cela fait partie de notre histoire. Aussi douloureux que ce soit, il fait partie de tout cela. Et si nous sommes vraiment engagés dans l'idée de guérison et de réconciliation, alors nous devrions l'inclure. »
compléta Léa, hochant lentement la tête. François enlaça les deux. Nous n'avons pas besoin de décider maintenant, nous avons le temps. Le reste de l'après-midi se passa dans un mélange de conversations profondes et de moments légers. Ils partagèrent le repas que François avait apporté, rirent d'histoires anciennes et nouvelles, et continuèrent à combler les lacunes de 2 décennies perdues. Alors que le soleil se couchait, projetant une lumière dorée à travers l'atelier, Léa retourna à son chevalet. Inspirée par la conversation et la présence de ses parents, elle commença à esquisser une nouvelle pièce. Celle-ci montrait un arbre, ses racines profondes et tordues exposées, mais au lieu d'être sombres et menaçantes, les racines brillaient de couleurs vibrantes, nourrissant un tronc fort qui s'élevait vers le ciel. « C'est notre arbre généalogique », expliqua-t-elle à ses parents qui observaient. Avec toutes ses complexités et ses douleurs, mais aussi avec toute sa force et sa beauté. Marie et François observèrent en silence, émerveillés par la capacité de leur fille à transformer leur voyage collectif en art. À ce moment-là, entourés de toiles qui racontaient leur histoire, ils sentirent qu'enfin ils étaient sur la bonne voie. Le passé projetait encore ses ombres, mais l'avenir, peint aux couleurs de l'amour et de la compréhension, semblait plus lumineux que jamais. La soirée d'ouverture de l'exposition « Racines redécouvertes » arriva plus vite que n'importe lequel. D'entre eux ne l'avaient prévu. La prestigieuse galerie au cœur de Paris était illuminée et remplie d'attentes. Des critiques d'art, des collectionneurs et des curieux circulaient dans l'espace, admirant les œuvres de Léa, qui racontaient une histoire de perte, de redécouverte et de réconciliation. Léa, vêtue d'une élégante robe bleu marine, se tenait devant la pièce centrale, le portrait abstrait de sa famille nouvellement réunie. Ses yeux parcourèrent la toile, revivant chaque coup de pinceau, chaque émotion qu'elle y avait mise. François s'approcha, posant une main réconfortante sur l'épaule de sa fille. « Tu es nerveuse ?» demanda-t-il doucement. Léa sourit, se tournant vers son père. « Un peu. C'est étrange d'exposer quelque chose de si personnel au monde, tu sais. C'est comme si j'ouvrais mon cœur pour que tous le voient. » Marie les rejoignit, tenant une coupe de champagne. « Et quel beau cœur tu as, ma chérie. Ces œuvres, elles parlent pour nous tous. » Tous les trois restèrent silencieux un moment, absorbant l'ampleur de l'événement. Ce n'était pas seulement une exposition d'art, mais la célébration publique de leur voyage familial. Le bruit de pas qui s'approchaient attira leur attention. Antoine Dubois, accompagné de Claire et Robert Martin, les parents adoptifs de Léa, marchèrent dans leur direction. La rencontre entre toutes ces personnes qui avaient joué des rôles cruciaux dans la vie de Léa créa un moment de tension palpable. Claire, qui avait initialement été réticente à participer, fut la première à briser la glace. « Léa, ma chérie, dit-elle, embrassant sa fille adoptive, c'est simplement magnifique. Nous sommes si fiers de toi. » Robert acquiesça en accord, les yeux humides. « Tu as transformé ta douleur en quelque chose de beau, ma fille. C'est un véritable don. » Léa sentit son cœur se gonfler d'amour et de soutien de ses parents adoptifs. En regardant François et Marie, elle ne vit pas de jalousie ou de ressentiment, mais de la gratitude dans leurs yeux. Antoine, qui était resté silencieux jusque-là, parla enfin. Sa voix tremblait légèrement. « Léa, vous tous, je sais que mes actions ont causé une douleur immense. Voir cette exposition, voir comment vous avez transformé cette douleur en art et en amour, c'est plus que je ne mérite. Devoir. » François, surprenant tout le monde, y compris lui-même, posa une main sur l'épaule de son père. « Nous sommes tous ici, père, essayant d'aller de l'avant, essayant de guérir. Ta présence fait partie de cela. » Marie acquiesça, sa voix douce mais ferme. « Le passé ne peut pas être changé, mais l'avenir est encore entre nos mains. » À ce moment-là, le conservateur de la galerie s'approcha, indiquant qu'il était temps pour Léa de faire son discours d'ouverture. Avec un dernier regard à sa famille, biologique et adoptive, Léa se dirigea vers le centre de la salle. « Bonsoir à tous », commença-t-elle, sa voix claire et émue. « Bienvenue à Racines redécouvertes. Cette exposition est plus qu'une collection de peintures. C'est un voyage, une histoire de perte, de recherche et finalement de retrouvailles. » Pendant que Léa parlait, des images de ses œuvres étaient projetées sur un écran derrière elle. Chaque peinture racontait une partie de l'histoire, le vide de la séparation, la confusion de l'identité perdue, la joie des retrouvailles, la complexité du pardon. « J'ai grandi en sentant qu'une partie de moi manquait, poursuivit-elle.
Cette sensation se manifestait dans mes peintures, dans des fleurs solitaires, dans des horizons brumeux. Mais maintenant, ayant découvert mes racines, je me retrouve à peindre des arbres forts, des champs vibrants, des familles entrelacées. Ses yeux croisèrent ceux de ses parents biologiques et adoptifs, tous écoutant attentivement. Cette exposition est une célébration non seulement de mon parcours personnel, mais de toutes les familles qui font face à des défis, des séparations et des réconciliations. C'est un témoignage que l'amour, même quand il est mis à l'épreuve, par le temps et les circonstances, peut fleurir à nouveau. Léa fit une pause, respirant profondément avant de continuer. « Il y a une dernière pièce que j'aimerais dévoiler ce soir », annonça-t-elle, faisant un geste pour qu'un rideau soit retiré. L'œuvre nouvellement révélée coupa le souffle du public. C'était une immense toile, montrant un arbre majestueux. Ses racines étaient profondes et complexes, certaines parties sombres représentant la douleur et les secrets, d'autres brillantes symbolisant l'amour et le pardon. Le tronc se divisait en plusieurs branches, chacune représentant un membre de la famille, François, Marie, Antoine, Claire, Robert et Léa elle-même. Les feuilles et les fleurs de l'arbre étaient une explosion de couleurs et de vie. « Voici notre arbre généalogique », expliqua Léa, sa voix chargée d'émotion. Avec toutes ses complexités, ses douleurs et ses beautés. C'est un rappel que nos racines, aussi compliquées soient-elles, font de nous ce que nous sommes, et qu'il y a toujours de la place pour la croissance, pour la guérison, pour l'éclosion de nouvelles fleurs. Tandis que le public applaudissait, ému, Léa regarda sa famille. Elle vit des larmes dans les yeux de tous, de François et Marie, qui pouvaient enfin embrasser publiquement la fille qu'ils pensaient avoir perdue, de Claire et Robert, qui voyaient la petite fille qu'ils avaient élevée devenir une femme extraordinaire, et d'Antoine dont le visage montrait un mélange de remords et d'espoir. À ce moment-là, sous les lumières de la galerie et entourée par l'art qui racontait leur histoire, la famille Dubois sentit qu'un nouveau chapitre commençait véritablement. Un chapitre d'acceptation, de pardon, et par-dessus tout, d'amour, inconditionnel. L'exposition Racines redécouvertes n'était pas seulement un succès artistique, c'était le marqueur d'une famille qui, contre toute attente, s'était réunie et avait choisi l'amour par-dessus tout. Les semaines qui suivirent l'ouverture de l'exposition Racines redécouvertes furent un tourbillon d'émotions et de changements pour la famille Dubois. Le succès de l'exposition n'avait pas seulement consolidé Léa comme une artiste prometteuse sur la scène nationale, mais avait également ouvert la porte à des conversations plus profondes et à la guérison au sein de la famille. Un dimanche après-midi, la famille se réunit dans la maison de campagne de François, un refuge tranquille dans les environs de Paris. Le jardin, rempli de fleurs soigneusement cultivées, était un témoignage silencieux de l'amour de Marie pour la nature, un amour qu'elle avait redécouvert avec ses souvenirs. Léa se promenait dans le jardin avec Claire, sa mère adoptive, admirant les roses et les lys qui fleurissaient sous le doux soleil. « Tu sais, maman, » commença Léa, sa voix douce, « j'ai beaucoup réfléchi à la famille ces derniers temps, à la façon dont elle peut prendre de nombreuses formes et tailles. » Claire sourit, serrant doucement la main de sa fille. « Et qu'as-tu conclu, ma chérie ?» Léa s'arrêta, se tournant pour faire face à Claire. « Que j'ai une chance incroyable. J'ai non seulement une, mais deux mères merveilleuses, deux pères aimants, et un grand-père qui, malgré ses erreurs, s'efforce de faire la paix avec le passé. » Des larmes brillèrent dans les yeux de Claire. « Oh, Léa, tu n'imagines pas comme c'est bon d'entendre ça. Tu sais, quand nous avons découvert l'existence de tes parents biologiques, Robert et moi avions tellement peur de te perdre. »« Jamais, » affirma Léa avec conviction, embrassant Claire. « Vous êtes autant mes parents que François et Marie. Mon cœur s'est simplement agrandi pour accueillir plus d'amour. » Non loin de là, François et Antoine discutaient à voix basse, assis sur un banc en bois qui donnait sur un petit étang. « Fils, » commença Antoine, sa voix chargée d'émotion, « je sais que je l'ai déjà dit, mais je dois le répéter. Je suis désolé pour tout. Te voir, toi, Hélène et Léa ensemble, je réalise maintenant combien mon interférence nous a coûté à tous. » François resta silencieux un moment, observant les canards qui nageaient tranquillement sur l'étang. « Père, je ne vais pas mentir et dire que c'est facile. Il y a des jours où la colère et le ressentiment me consument encore. Mais ensuite,
Je regarde Léa. Je vois la femme incroyable qu'elle est devenue. Et je pense que peut-être que tout est arrivé comme il le devait. Antoine regarda son fils surpris. « Que veux-tu dire ?»« Réfléchis-y, expliqua François. Si rien de tout cela n'était arrivé, Léa n'aurait pas été élevée par Claire et Robert, qui sont des personnes merveilleuses. Elle n'aurait pas développé son art de la même manière. Et peut-être, juste peut-être, n'aurions-nous pas tous appris les précieuses leçons que nous avons apprises sur le pardon et l'amour inconditionnel. » Antoine laissa échapper un soupir tremblant. « Ta capacité à voir le bien dans tout cela est admirable, fils. »« Ne te méprends pas, » répondit François avec un petit sourire. « Nous sommes tous encore en thérapie, travaillant là-dessus, mais nous avons choisi d'aller de l'avant ensemble. » De l'autre côté du jardin, Marie et Robert discutaient avec animation de jardinage, échangeant des conseils et des histoires. La scène était un témoignage de la façon dont les deux familles s'entremêlaient, créant de nouveaux liens et renforçant ceux qui existaient déjà. Lorsqu'ils se réunirent tous pour le déjeuner, servi sur une grande table sur la terrasse, avec vue sur le jardin, l'air était rempli d'une énergie positive presque palpable. Léa, regardant autour de la table les visages de tous ceux qu'elle aimait, sentit une vague d'inspiration. « Je pense que j'ai le thème de ma prochaine série de peintures », annonça-t-elle. Tous les regards se tournèrent vers elle, curieux. « Je vais l'appeler « Le jardin des secondes chances », expliqua Léa, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Ce sera sur la façon dont, même après les tempêtes les plus féroces, de nouvelles fleurs peuvent éclore. Sur la façon dont l'amour, comme les plantes, peut être résilient et fleurir dans des conditions improbables. » Marie sourit, émue. « Ça sonne magnifiquement, ma chérie. J'ai hâte de voir ça. »« En fait, » continua Léa, « je me demandais si vous aimeriez tous participer à ce projet. »« Participer ? Comment ?» demanda François, intrigué. Léa expliqua son plan. Chaque membre de la famille choisirait une fleur ou une plante qui représenterait son parcours personnel. Elle créerait ensuite une série de peintures basées sur ses choix, entrelaçant les histoires de tous dans un grand jardin métaphorique. L'idée fut accueillie avec enthousiasme par tous. Bientôt, la conversation tournait autour des choix de fleurs et de leur signification, des souvenirs partagés et des espoirs pour l'avenir. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière dorée sur le jardin et la famille, réunie, Léa ressentit une profonde sensation de paix et d'appartenance. Elle regarda François et Marie, qui souriaient en conversant avec Claire et Robert. Elle vit Antoine, son grand-père, rire d'une blague racontée par son père adoptif. À ce moment-là, Léa comprit que sa famille, avec toute sa complexité et son histoire, était comme le jardin qui les entourait, diverse, résiliente et en constante croissance. Les racines pouvaient être compliquées, mais les fleurs qui s'épanouissaient étaient d'une beauté incomparable. Le cœur rempli d'amour et de gratitude, Léa fit une promesse silencieuse à elle-même. Elle continuerait à nourrir ses liens, à cultiver le pardon et la compréhension, et à créer de l'art qui célébrerait la beauté de sa famille unique et extraordinaire. Le jardin des secondes chances serait plus qu'une série de peintures. Ce serait un témoignage vivant que l'amour sous toutes ses formes a le pouvoir de guérir, de transformer et de fleurir, même dans les terrains les plus improbables.